conclure le premier temps de cette soirée, on va complètement changer de registre, on va complètement changer de pays, on va complètement changer de continent. La personne que je vais accueillir maintenant est une grande dame, peut-être pas par la taille, mais c'est une grande dame puisqu'elle a été élevée, promue chevalier de la Légion d'honneur en 2009. Claire Ly est née au Cambodge il y a quelques années, où elle a vécu pendant une trentaine d'années avant de venir s'installer en France. Et elle va nous raconter les années qu'elle a vécues là-bas. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, je vais complètement changer de registre. Je vais vous parler de changement subi et non pas un changement choisi. Et dans ce changement subi, comment mon corps, mon propre corps, va être le déclencheur d'une aventure spirituelle qui va m'ouvrir à une autre vie. Pour cela, pour vous décentrer encore un peu plus, je vais donc me présenter à la façon asiatique, mon continent d'origine, à la façon khmer, c'est-à-dire à la façon cambodgienne. Le Cambodge est mon pays d'origine. Une femme asiatique, une femme khmer se présente toujours en disant ces deux grandes richesses. Et qu'est-ce qu'une femme asiatique peut avoir comme richesse? La première richesse, cher ami, c'est tout simplement son âge. J'ai 70 ans. En Asie, on pense plus qu'on avance dans l'âge, plus on est censé, je dis bien censé, d'être riche en sagesse. Et la deuxième richesse que nous pouvons avoir en tant que femmes asiatiques, c'est le nombre de nos enfants. Mon mari souhaitait en avoir 8, mais on n'a pas eu le temps d'en faire autant. Je n'ai eu que 3 enfants et 3 petits-enfants. Voilà. Et je suis arrivée en France en 1980. Quand je suis arrivée dans le sud de la France, dans le département du Gard, une petite ville qui s'appelle Alès, dans les Cévennes. Alors là, je vais appliquer la politesse asiatique. C'est dire que nous, en Asie, comme je viens de dire, quand on rencontre les gens, on dit son âge. Vous savez pourquoi on dit son âge? C'est dans notre façon de nous saluer. En Asie, on ne tend pas la main, on ne fait surtout pas des bises. Depuis que je parcours la France du nord au sud, c'est vraiment casse-tête chinois, l'histoire des bises. C'est jamais le même nombre. Vous en faites combien ici? Voilà. De nous, c'est 3 en bas. Nous, on en fait trop, on n'en fait pas assez. Bon, nous, en Asie, le corps est sacré. On n'a pas le droit toucher d'emblée le corps de l'autre. C'est pour ça qu'on met les 2 mains jointes pour se saluer. Et on a la façon, les 2 mains jointes représentent symboliquement, cher ami, une fleur de lotus. Il faut que je le fasse comme il faut. Une fleur de lotus, et quand on se salue, on se donne mutuellement une fleur de lotus. Mais quand on s'offre, on fait un cadeau, on ne fait pas n'importe comment. Et il y a 3 façons de présenter la fleur. Si la personne en face de vous est plus jeune ou a le même âge que vous, vous allez mettre votre fleur au menton, là. Et si la personne a quelques années de plus, vous allez mettre votre fleur au nez, menton, nez. Et si la personne a l'âge de vos parents ou un rang social très élevé, vous allez lever votre fleur jusqu'au front. Alors, je suis embarrassée avec le micro. On fait comme ça, vous voyez? Donc, il y a 3 façons. C'est pour ça qu'il faut dire l'âge. Maintenant, vous savez comment il faut faire pour me saluer. Donc,
j'ai arrivé en France, comme personne ne me dit jamais son âge. La première chose à dire, c'est que j'ai demandé l'âge aux gens en 1980. Pensez-vous donc, j'étais très surprise que les femmes ne répondaient jamais. Et elles me disaient, et vous, quel âge vous me donnez? Vraiment? Alors là, si j'applique encore la chinoiserie de l'Asie, quand on pense que l'autre a 40 ans, on va mettre 5 de plus pour pouvoir lever la fleur. Et vous pensez que j'ai pu faire beaucoup d'amis comme ça en mettant 5 ans de plus à toutes les femmes que je rencontre. Alors avant de comprendre qu'ici en France, on ne fait jamais l'addition, mais on fait la soustraction pour l'âge des gens. Donc, voilà, pour vous parler de changement. Alors, ça me change beaucoup déjà pour moi d'être en France. Mais ce changement subit et mon corps, qui est le déclencheur d'une aventure spirituelle importante. J'ai vécu pendant 4 ans dans le camp de rééducation des Khmers rouges. Vous avez entendu parler des Khmers rouges, des communistes au Cambodge. 1975, c'était la date de la fin de la guerre du Vietnam. Les 3 pays du sud-est asiatique vont basculer sous le régime communiste. Mais mon pays d'origine, le Cambodge, les Khmers rouges, c'est-à-dire les Cambodgiens rouges, les Cambodgiens communistes, si vous voulez, voudraient faire un changement radical dans leur pays. Ils voudraient changer complètement la société. Un changement sociétal important. Construire une société, il n'y aura plus de classe sociale. Construire une société qui s'appelle cela une société purement khmer. Purement khmer. Une société autarcique. Une société coupée de toute influence étrangère. Pour pouvoir construire cette société utopique, purement khmer, il fallait donc éliminer les éléments qui pouvaient y faire obstacle. Donc les Khmers rouges vont commencer, dès leur arrivée, par fusiller tous les notables, les chefs de service, les intellectuels. C'est pour cela que mon mari, mon père, mes frères ont été fusillés avec les 300 notables de ma ville natale en 1975. Voilà la terreur qui passe. Et après, ils vont faire la chasse aux sorcières, la chasse des intellectuels. Tous les urbains, tous les citadins vont être envoyés pour se purifier à la rizière, là où on cultive le riz, et pour former un peuple pur. Parce que les citadins, c'est considéré comme des gens impurs. Nous sommes des gens impurs, pourquoi? Parce que nous avons touché à tous les conforts, ce qu'ils appellent cela les conforts impérialistes. Les conforts impérialistes n'étaient rien d'autre que l'électricité, le gaz de ville, l'eau courante. J'étais professeur de philosophie à Phnom Penh. En 1975, j'exerçais la fonction de directrice de l'Institut de traduction des manuels scolaires de français en cambodgien, car le Cambodge a été pendant un siècle sous le protectorat français. Donc nous avons tout copié de la France et il fallait bien traduire les manuels scolaires. Avec tous les citadins, j'ai été envoyée avec le reste de la famille à la campagne, à la rizière, pour me purifier. Et là, on va tout nous enlever. Et on va nous laisser que d'un pantalon et de chemise. Et cela va être ce qu'on appelle la collectivisation totale.
totale. On n'a plus le droit de faire la cuisine soi-même. On mange à la cantine d'État. Tout sera collectivisé. Dans ce changement radical, nous les urbains, les citadins, nous devons tout jeter, ce qui sont des conforts impérialistes, comme ils disent, nos lunettes. On ne doit plus porter des lunettes. Avoir des lunettes, c'est se dire intellectuel. Il ne faut pas regarder l'heure non plus. Il ne faut pas avoir des montres non plus. Il faut jeter les chaussures aussi. Il faut marcher pieds nus comme nos paysans. Vous savez, quand ce changement subit, il y a un changement étatique, quand ça nous tombe dessus en 24 heures, on est hébété. On est hébété, on ne raisonne plus. Ce qui va fonctionner sont simplement des fonctions vitales, c'est-à-dire on va continuer à boire, à manger, à agir comme des automates. On est hébété et notre intelligence est comme complètement arrêtée. On ne pouvait plus, on n'a plus de ressources pour raisonner en quoi que ce soit. J'ai continué à marcher parce qu'il fallait bien marcher pour aller travailler, il fallait bien marcher pour aller chercher de quoi manger, aller marcher pour aller chercher de l'eau. On n'a plus de l'eau courante. Je souffrais au début les martyrs. Je n'avais pas l'habitude de marcher pieds nus. Quand on marche pieds nus sur des mottes de terre dures, mes pieds sont tout de suite en sang. Cela me faisait souffrir énormément au début, mais il fallait quand même marcher. Donc toutes les fonctions végétariennes du corps continuent à fonctionner pour survivre, ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est ça qui va rester. Et la tête est complètement hébétée. On est des automates. Mais au bout de 3 mois, cher ami, au bout de 3 mois à marcher pieds nus, je me suis rendu compte que mes pieds se sont adaptés. Au bout de 3 mois, il va former une semelle épaisse sous la plante des pieds. Je pouvais circuler mieux qu'avec des chaussures. Voilà le facteur qui va déclencher quelque chose en moi. J'ai dit que mes pieds se sont adaptés à cette condition si dure de la vie. Et nous avons l'habitude de dire qu'est-ce qu'il y a de plus bête que les pieds. N'est-ce pas? Si les pieds si bêtes se sont adaptés, où en est ta tête? Où en est ta tête? Alors là, je veux juste vous dire une chose, qu'il y a une très grande différence entre l'Asie et l'Europe sur la compréhension du corps. Vous, ici en France, vous parlez du corps que j'ai. Vous avez un corps. Il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit futulant, il faut qu'il soit fort. Vous faites tout pour ça. Nous aussi, les Asiatiques, nous faisons tout aussi pour notre corps. Mais nous ne disons pas le corps que j'ai, mais le corps que je suis. Voyez la différence. La grande différence entre avoir un corps et être ce corps même. Donc, je suis toujours habitée par cette philosophie d'avoir ce corps même. Donc, ce corps va donc dire à ma tête de se poser la question la plus importante de toutes les questions face au mal, c'est tout simplement pourquoi cela? Pourquoi moi? Pourquoi le mal? Cette question va m'amener à chercher une réponse et à d'abord rejeter toute responsabilité personnelle dans ce mal. Non,
je ne suis pas responsable de ce mal. Ce n'est pas moi qui ai amené ce mal. Pourquoi je vous dis ça? À cause de la croyance dans la loi du karma. Le karma, on dit qu'il y a une cause, un effet. Souvent, on pense chacun de nous est responsable de ce qui nous arrive. J'ai commencé par rejeter cette loi du karma. Et ce rejet va m'amener, au fil du temps, à l'expérience spirituelle importante qui a fait de la bouddhiste que j'étais en 1975 la chrétienne que je suis maintenant. Changement de voie spirituelle. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup Claire pour ce beau témoignage. On est un petit peu en retard sur notre timing, donc je prends une question, s'il y en a une, et ensuite je vous inviterai à échanger avec Claire au moment du buffet. Est-ce qu'on a une question brûlante? Moi j'en ai une. Je Bruno. peux? Oui. Merci pour ce témoignage très touchant et très vrai. Claire, je voulais vous demander, vous dites que le changement, effectivement, vous êtes aujourd'hui chrétienne. Alors, la question bête que je vais poser, c'est est-ce que ça veut dire qu'en tant que bouddhiste, on ne peut pas avancer dans la vie par rapport aux problèmes que vous avez rencontrés, par rapport à la situation dans laquelle vous étiez? C'était important de passer à cette religion chrétienne pour justement avancer? Non, ce n'est pas important, c'était tout simplement ma faiblesse de femme. Parce que dans le bouddhisme, on croit au karma. On pense que ce qui nous arrive, c'est que nous en sommes responsables. Si on souffre dans cette vie, peut-être qu'on avait posé des actes dans la vie avant qu'il ne fallait pas. Une cause, un effet. Et moi, par ma faiblesse, j'étais incapable. Incapable d'admettre que les êtres chers, mon mari, mon père, mes frères, qui ont été fusillés, qui n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Premier rejet de la loi du karma. Je ne pouvais pas admettre mon fils de 3 ans, qui était avec moi, qui pleurait chaque soir pour réclamer son père, que lui aussi, il n'a eu que ce qu'il méritait. C'était au-dessus de mes forces. Vous voyez, il y a des bouddhistes forts qui peuvent, voilà. Donc c'est ça qui va ouvrir une brèche, une grande brèche. La brèche a ce pourquoi moi. Et selon la tradition bouddhique, je ne peux pas vous prendre trop de temps, je termine. Selon la tradition bouddhique, on pense que face à la violence, il faut y opposer la non-violence. Vous voyez ce que Bouddha a dit, la non-violence. Mais si jamais tu étais incapable de garder la sérénité dans ton cœur face à la violence de l'autre, tu vas avoir une porte de sortie. Une seule et unique porte de sortie, selon l'enseignement des Bouddhas, c'est de construire un bouc émissaire. On appelle ça, dans le langage bouddhique, un objet mental. Ce que la psychologie moderne appelle le bouc émissaire. On va construire un objet mental, là-dessus, on va jeter tout ce qui est mauvais en nous, notre colère, notre haine, notre vengeance et tout. Et moi, j'ai construit ce bouc émissaire, selon la tradition bouddhique. Et quand on est en colère, on veut que l'objet soit un vis-à-vis. Du coup, je lui ai donné un nom, comme ça, pour m'amuser. Je l'ai appelé le Dieu des Occidentaux. Et je passais mon temps à l'insulter nuit et jour pendant 2 ans. Après, j'ai fait l'expérience d'être accompagnée. Voilà.